Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des random forests, donc des forêts aléatoires, qui est en fait une espèce d'extension aux arbres de décision, parce qu'une random forest, c'est ni plus ni moins que la réunion de plusieurs arbres de décision. D'accord? Donc ça permet de créer souvent des modèles, certes plus complexes, mais normalement plus précis. On va aussi en profiter pour voir quelques petits trucs de data pre-processing, donc de préparation de données, d'optimisation des données pour le modèle. Et comme j'en avais parlé dans une vidéo précédente, on va aussi voir quelques petits trucs pour optimiser les hyperparamètres des modèles. Ok, bon, de toute façon, vous inquiétez pas, quand on y sera, je détaillerai un peu plus. Donc ça, c'est l'ensemble des librairies qu'on va importer. Donc là, c'est du classique, hein, Panda, NumPy, scikit-learn, donc ça, on connaît. Ça, c'est juste la librairie qui permet de générer des forêts aléatoires. Ici, c'est donc les librairies de métriques, c'est pour mesurer la performance du modèle. Donc on va s'en servir un peu. Et Grid Search, c'est justement ce qui va nous permettre d'optimiser nos hyperparamètres. Donc on en parlera à ce moment-là. Là, je crée juste une petite variable ACC Scorer que j'utiliserai tout à l'heure. Donc retenez juste que je la crée et on verra plus tard. Alors on va commencer par importer notre dataset qui est celui du Titanic comme la dernière fois. Il n'a pas changé, il ressemble exactement à la même chose que la dernière fois. C'est juste que on va voir quelques petits trucs en plus. Alors si je fais un DF, donc j'ai stocké mon dataset dans un data frame que j'ai appelé DF, hein, DF pour data frame. Parfois je l'appelle dataset, parfois je l'appelle DF. Ça dépend de mon humeur. Aujourd'hui, je suis d'humeur DF. Alors, si je fais un df.describe, je vais avoir en fait les stats de base de mon dataset et je vois déjà un problème rien que sur la première ligne. Parce que dans toutes mes colonnes, alors le df.describe ne reprend que des données numériques, c'est-à-dire que les variables catégoriques comme cabine, embarque, ticket, tout ça, Naïm il prend pas. C'est normal vu qu'il fait des stats de base. On ne peut pas faire de stats de base sur des variables catégoriques. Donc, je vois que ici j'ai toujours 891 lignes, sauf pour Age qui a 714. Donc ça veut dire que j'ai des âges manquants, ce qui va me poser un problème parce que les modèles n'aiment pas les données manquantes. Et je me rends compte même que dans mes variables catégoriques, ici par exemple sur cabine, j'ai aussi des données manquantes. Donc il faudra regarder à peu près, enfin il faudra regarder de plus près tout ça pour voir ce qu'on fait avec ça. On va déjà commencer par l'âge parce que ça c'est assez simple vu que c'est du numérique. On a deux solutions. Sur des lignes dans lesquelles il manque des données, alors soit on peut supprimer complètement la ligne, donc certes on perd des données, mais au moins on ne modifie pas la réalité. Parce que si on ne la supprime pas, il va falloir générer une valeur pour cette ligne, enfin pour cette donnée manquante. Sauf que ben on va trouver des moyens de pas trop flinguer nos données, mais on modifie quand même quoi qu'il arrive la réalité. C'est-à-dire qu'on s'en éloigne un petit peu. Donc parfois il faut mieux perdre des données plutôt que de modifier la réalité. Alors, globalement, ici, moi je vais prendre le choix de supprimer. D'accord? Je vais supprimer les lignes où il n'y a pas d'âge. Et pour ça, je vais utiliser la fonction dropNA que je vais appliquer donc sur la colonne âge. Et à chaque fois, et je fais un inPlace égale true. C'est-à-dire que je sauvegarde mon dataset dans lui-même, pour faire simple. Enfin, je viens remplacer DF par ce nouveau DF dans lequel j'ai fait mon dropNA. Si j'avais voulu remplacer les valeurs, j'aurais pu très bien, par exemple, remplacer les âges manquants par la moyenne de l'âge. Ok, donc pour ça, j'aurais utilisé ici, j'ai laissé en commentaire, la fonction fill_na, donc c'est-à-dire remplir les valeurs vides. Et j'aurais dit, bah voilà, tu prends tout ce qu'il y a dans df.edge et tu calcules la moyenne de ça. Voilà, par exemple, j'aurais pu avoir une moyenne de 24 ans, donc toutes mes lignes, c'est-à-dire plus d'une centaine, hein. Ouais, 100, 100, presque 180. Euh, Toutes mes lignes, il les aurait remplacées par 24. Donc j'aurais eu 184 personnes en plus, enfin 180 personnes en plus qui auraient eu 24 ans. Ce qui peut être problématique. Donc je préfère les supprimer. Et je vais en profiter aussi pour transformer ce qui est dans Edge en INT, donc en nombre entier. Parce que 22.0 ça me sert à rien. Donc j'ai 22, hein, c'est pareil. C'est parti. Hop, j'exécute et je me retrouve donc avec des âges qui sont bien des nombres entiers maintenant, et c'est un petit peu mieux. Autre problème dans la colonne précédente, la colonne sexe, c'est que j'ai une variable catégorique. Donc male ou female, donc homme ou femme.
Même chose, les modèles, ça n'aime pas ça. Donc je vais transformer ça. D'accord? C'est ce qu'on appelle du label encoding. Ici, on va utiliser la fonction map de, de Panda, qui permet en fait de venir remplacer une valeur par une autre. Donc on lui indique que dans df.sex, on va venir mapper les valeurs suivantes. Donc male, on lui donnera la valeur 0 et female, on lui donnera la valeur 1. Et au moins avec ça, on va avoir que des valeurs numériques. Hop, alors, je vais juste faire un df.add en plus, c'est-à-dire qu'on voit la transformation. Tac, et je me rends compte qu'effectivement, j'ai bien des sexes qui sont à 0 ou 1. Ok, donc 0 pour les hommes, 1 pour les femmes. Alors, autre chose, dans cabine, qui est une variable catégorique, si je voulais en faire quelque chose, il faudrait que je la transforme en valeur numérique. Mais déjà, il faut déterminer si j'ai un intérêt à l'utiliser. Est-ce que c'est intéressant pour moi de l'utiliser? Alors, on va faire un petit test vite fait. On va aller compter le nombre de valeurs uniques qu'il y a dans cette colonne. D'accord? Donc, je suis censé avoir 714 lignes maintenant. Et dans ces 714 lignes, voilà les valeurs que j'ai. Alors, je me retrouve avec un tableau qui contient 134 valeurs uniques. Et je me rends compte que certaines valeurs apparaissent plusieurs fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette colonne, j'ai beaucoup de valeurs qui apparaissent plusieurs fois et j'ai aussi des valeurs manquantes. Et j'en ai beaucoup trop. Ce qui fait que cette colonne, en fait, elle est inutilisable. Elle est clairement inutilisable. Donc je vais la zapper. Ensuite, première réflexion, comme d'habitude, passager ID, c'est des numéros qui vont de 1 à 891. C'est complètement aléatoire, aucun intérêt, je peux l'enlever. Le nom, même chose. Le nom n'a aucun impact sur le fait de suivre ou pas, donc je peux le supprimer. Le numéro de ticket, c'est pareil. Sauf si ça avait été un ticket d'euro million, mais bon, c'est pas le cas. Et la cabine, comme je viens de vous le dire, je sais pas quoi faire avec. Parce que j'ai trop de données manquantes et trop de données en double. Donc toutes ces données-là, je vais les enlever de mon dataset, je vais les supprimer. Donc pour ça, j'utilise la fonction drop, je lui indique les colonnes que je supprime, je mets l'axe, je mets la colonne, où je peux le mettre 1 à la place, et je fais un inPlace égale true, même chose pour que cette modification vienne remplacer les valeurs dans df directement. Ok, c'est parti. Maintenant, ce qu'il me reste à voir, c'est sur toutes les variables qui me restent là, lesquelles ont un intérêt. Ce que je cherche à déterminer, c'est si la personne a survécu ou pas. Donc pour ça, je vais réfléchir à deux choses. La première, c'est que je vais reprendre ici mon describe, et je me rends compte, attendez, je vais peut-être même le refaire, parce que comme j'ai supprimé des lignes par définition, il a changé. Donc on va faire un def.describe. Tac, tac. Voilà. Et je me rends compte de quoi? Je me rends compte que la moyenne de Survive, c'est 40%. Comme dans Survive, j'ai que des valeurs qui sont de 0 à 1, si j'ai une moyenne de 0,40, ça veut dire qu'en gros, j'ai 40% des gens qui ont survécu et 60% des gens qui sont morts. On va arrondir. Et ça, il faut le retenir. C'est-à-dire que dans ma répartition globale, quelles que soient les variables qu'il y a derrière, j'ai 60% de morts, 40% de vivants. Ok? Alors, à quoi ça sert? On va générer des petits schémas, ici. Ok. On va placer un peu notre ligne imaginaire qui est à 60%. Et on va essayer de voir si en fonction de l'âge, la répartition elle est uniforme, c'est-à-dire qu'elle respecte cette répartition 60-40, quel que soit l'âge, ou s'il y a de fortes disparités. Là, très clairement, il y a de fortes disparités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âge a un impact sur le fait de survivre ou pas. Parce qu'en fonction de l'âge qu'on a, les pourcentages de survie et de mort sont tout à fait différents par rapport à ma répartition globale. Par contre, il y a beaucoup d'âges. En gros, ça va de 0 à 80 ans. C'est un peu chiant. On va essayer de restreindre ça. On va créer des ranges, donc des... Comment on dit en français déjà, je sais plus. Donc on va créer des espèces de limites, genre 0, 10, 10, 20, 30, 40, enfin voilà, on va créer des segments d'âge pour que ça soit un peu plus lisible. Pour faire ça, on va utiliser la fonction cut de Panda et on va lui demander de couper nos âges en 5 segments. D'accord? Alors, vous pouvez faire des tests. Par exemple, ici, imaginons que je mette juste 3 segments. Hop. Ensuite, je lui demande de me calculer, même chose, par segment, la moyenne des survivants.
Donc je me rends compte ici qu'avec 3 segments, j'en ai 2 qui sont très très proches, donc c'est un peu embêtant. Ça veut dire qu'il y en a qui servent à rien. Si je monte à 4, même chose, j'ai ces deux-là qui sont quasi identiques, donc c'est un petit peu embêtant. Si je monte à 5, ça commence à être un peu mieux. J'ai une répartition un peu plus sympathique. Et voyons voir, soyons fous, allons jusque 6. Ouais, 6, c'est à peine mieux, c'est-à-dire que ça complexifie pour pas grand-chose. Donc on va rester à 5. Donc je crée mes 5 segments, d'accord. Et l'objectif c'est quoi? C'est que je vais aller remplacer ces segments dans, dans mes valeurs âge. C'est-à-dire que là je viens de créer une variable que j'ai appelée hband. Si je fais un df.head, donc j'ai bien ma nouvelle variable qui s'est créée ici, d'accord. Et en fonction de cet âge, de cette bande d'âge, de cette limite d'âge, je vais venir modifier en fait ma colonne âge. D'accord. Donc je vais dire que là j'ai donc de 0, enfin, ouais. Donc, ah oui, il y avait une femme enceinte apparemment. Donc de moins 0,08 à 16, je vais dire que c'est un âge à 0. Ici je vais dire que c'est un âge à 1, ici un âge à 2, à 3 et à 4. Ok, ça va simplifier euh, mes âges. Ça sera plus facilement lisible. Donc je prends mes limites, hein, tout bêtement, et je définis. Donc je lui dis que dans df, donc je viens localiser la colonne h. Si c'est inférieur à 16, je lui donne une nouvelle valeur qui sera à 0. Ensuite, si c'est supérieur à 16 mais inférieur à 32, je lui donne 1. Si c'est supérieur à 32, inférieur à 48, je lui donne 2, enfin, etc., etc. Et ensuite, je viens supprimer ma collage hband parce qu'elle ne me sert plus à rien. Ok, j'aurais remplacé mes âges par mes ranges d'âge, justement. Donc, on refait un df.head. Hop, touc. Et effectivement, ici, j'ai plus que des 1, des 2, des 1, enfin, j'ai beaucoup de 1 et de 2. Et ça va me permettre d'avoir une meilleure visibilité, ne serait-ce que... je prends le même schéma que tout à l'heure, enfin le même graphique que tout à l'heure, ici où c'était un peu le bordel. Et ici, comme j'ai remplacé mes âges par ces ranges, par ces limites, j'ai quelque chose qui est un peu plus lisible. Et je me rends compte effectivement que certes là j'ai un impact, mais peut-être moins important que celui que je pouvais supposer tout à l'heure. Là, je me rends compte que les écarts, une fois que j'ai regroupé un peu les gens, ils sont moins importants. Bon, à part là, hein, où ça monte en flèche. Mais on est quand même ici sur... là, on est pile poil sur du 60-40. Ici, on en est très proche. Ici, bon, enfin, voilà. Donc là, j'ai un impact, mais peut-être moins important que ce que me semblait penser un graphique comme celui-ci, où je voyais des colonnes dans tous les sens. Donc ça a aussi un intérêt de regrouper nos données comme ça, pour gagner en visibilité. Donc là, je sais que c'est un impact. Je le garde. Je vais faire la même chose avec le sexe. Là, c'est beaucoup plus simple. Hein, j'ai que 2 valeurs possibles. Enfin, en tout cas, à l'époque du Titanic. Maintenant, on en aurait un petit peu plus. Donc, j'ai que 2 valeurs possibles. Et je me rends compte que là, l'âge, par contre, le genre, par contre, a un véritable impact. C'est-à-dire que chez les femmes, j'ai 80%... Non, chez les hommes, pardon. J'ai 80% de morts. Et chez les femmes, c'est l'inverse. Globalement, c'est voilà. Donc là, le genre a un vrai impact sur sur la probabilité de survie ou pas. Donc celle-ci, elle est extrêmement importante. C'est une variable qui est vraiment significative pour mon modèle. Ok. Je continue avec la pi-classe. Donc en gros, c'est un peu comme voyager en première ou en deuxième, hein. Donc là, c'est la même chose. Je me rends compte que il y a une véritable significativité qui en plus est quasi linéaire, hein, si on regarde bien. C'est-à-dire plus la classe est basse, plus on a de chances de survivre. Voilà, c'est assez simple. Ok. Et maintenant, je vais regarder un petit truc qui est le fer, donc qui est le prix du ticket. Hop, allons-y. Donc je fais la même chose, sauf que on se rend compte que... Oula, ouais, ça pique les yeux. Sur le Titanic, on a des prix de tickets qui sont assez démentiels, hein. Ça va de 7 à 512, je crois, pour plus cher. Donc on va essayer de faire la même chose que pour les âges. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer des ranges pour que ça soit un peu plus visible que ça. Ok.
Alors, ici, je vais partir sur un range. Ouais, si on fout, on va prendre 4. Ok. Donc, je prends un range de 4. J'ai une répartition qui est pas trop mal. Ok. Donc ici, je vois bien que c'est à chaque fois différent. J'ai pas de bande qui sert à rien, avec des stats très proches. Même chose si je passe à 3. Et en plus, pour l'instant, je vais garder 3, parce que pour moi, ça correspond aussi aux classes. D'accord? C'est-à-dire que, par définition, à mon avis, le prix du billet est lié à la classe qu'on a pris. Et on va essayer de voir si c'est vrai. Touk. Bah, en fait, j'avais déjà prévu de garder 3. Donc, je fais mon graphique là, comme tout à l'heure. Mais là, basé sur. Voilà. Et je me rends compte que quoi? Je me rends compte qu'effectivement, j'ai exactement la même relation. Bon, sauf qu'elle est inversée. Parce que là, plus le chiffre est bas, plus le ticket est peu cher. Et dans ma P-classe, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus le chiffre est bas, plus en fait on est en classe élevée. Donc, mais j'ai exactement. Enfin, c'est quasiment la même chose, quoi. C'est vraiment quasiment la même chose. Donc peut-être même qu'il y en a une des deux que je pourrais supprimer. Euh, Parce que j'ai une relation qui est identique. Enfin, qui est identique mais inversée. Et limite, garder le fer est peut-être plus intéressant parce que il y a une cohérence dans la logique. C'est-à-dire que plus je suis bas, plus j'ai de 0, plus je suis haut, plus j'ai de 1. Donc pour un modèle, c'est aussi un peu plus logique. Donc c'est peut-être plus intéressant de garder le fer que le prix, que la P-classe. Mais bon. Ok, sur l'endroit où ils ont embarqué, donc je fais exactement tout le temps la même chose, hein, c'est le même graphique, je change juste la variable que je place ici. Je compare toujours une variable au taux de survie. Alors je me rends compte de quoi? Je me rends compte que je suis pas emballé par cette variable. Je la sens pas, pour être tout à fait clair. Parce que quand j'y réfléchis, même si je suis pas un spécialiste, je me dis que l'endroit où on a embarqué ne devrait pas avoir d'impact sur notre survie. Enfin, voilà, c'est comme si je disais l'endroit où j'habite a un impact sur le fait que je survis à un crash d'avion ou pas. Ouais, je crois pas. Si je suis dans un avion qui va se crasher, c'est pas l'endroit où j'habite qui devrait, ou l'endroit où je suis monté dans l'avion qui devrait avoir un impact sur ma survie. Donc celle-là, j'ai laissé pour montrer que parfois euh, il y a des relations qui sont peut-être vraiment dues au hasard. Dans ces cas-là, il y a deux solutions. Quand vous avez un véritable doute sur une variable, est-ce que vous devez l'intégrer ou pas? Alors, il y a plusieurs solutions. C'est soit vous faites appel à un spécialiste qui connaît très très bien le sujet et qui peut vous indiquer si la variable est pertinente ou pas. Bon, là, dans ce cas-là, bof. Soit bah, vous réfléchissez. Et troisième solution, c'est un coup vous la mettez dans votre modèle, un coup vous la mettez pas. Et vous comparez en fait les deux modèles générés avec les scores et vous regardez quel est le meilleur. Donc là, on est sur du. Voilà, c'est-à-dire vous intégrez, vous regardez, vous comparez et vous supprimez ou pas. On est limite sur de la backward elimination. Au pire, vous la laissez au début, et ensuite vous générez un modèle, vous gardez les scores, ensuite vous les supprimez, vous générez un modèle, vous regardez les scores et vous comparez les deux. Ok. Même chose sur le CIBSP. Alors, CIBSP et Parch, c'est par rapport à la structure de la famille. Alors, je sais plus lequel est lequel, mais il y en a un des deux, c'est en gros, est-ce qu'ils avaient des parents, genre cousins, frères, sœurs, et de l'autre, c'est est-ce qu'ils avaient donc des membres de leur famille, mais enfants ou conjoints. D'accord? Alors, on pourrait dire en quoi ça peut influencer la survie? Ben, sur plein de raisons en fait. Si on est seul, par définition, on n'a personne à sauver, donc on peut peut-être partir plus vite. Mais en même temps, si on est père de famille avec des enfants à charge, on est peut-être plus motivé aussi à survivre. Il y a peut-être une espèce de motif, un biais psychologique qui peut se jouer. Donc n'étant pas spécialiste de ces questions-là, on va voir si ces variables ont une influence. Donc je me rends compte que celle-ci, elle a une influence qui n'est pas énorme, mais elle en a une. Parce que par rapport à ma répartition globale, bah voilà. Je me rends compte que enfin, les gens qui n'avaient pas de famille là, euh, ils sont vraiment dans la moyenne. Et ceux qui avaient beaucoup de famille, ils sont quand même beaucoup morts aussi. Certainement parce qu'il y avait trop de monde à sauver et qu'ils ont perdu du temps. Ça peut être une explication. Je vais faire la même chose avec le Parch. Et je me rends compte que j'ai à peu près la même chose. Alors, pas tout à fait, mais c'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas du tout de conjoint, parce que là je crois que c'est conjoint enfant,
ils sont dans la moyenne. Ceux qui en avaient un peu, ben, ils ont plutôt plus survécu. Et ceux qui en avaient beaucoup, ils ont plutôt moins survécu. Donc je me rends compte que les deux ont un lien. Et plutôt que de garder deux variables, en fait, je vais en faire qu'une seule. Et là, on va avoir un autre procédé qui est de générer une nouvelle variable en fonction des variables qu'on a déjà dans son dataset. En gros, c'est de donner un sens à nos données. Donc plutôt que de séparer le fait qu'ils aient leurs parents, leurs cousins ou leurs enfants et leurs conjoints, on va tout réunir dans une variable qu'on va appeler family, donc la taille de la famille, family size. Ok. Et on va lui dire que family size c'est le SIB SP plus le parch plus 1, parce que par définition on n'est jamais tout seul, quoi. La personne qui est là, elle a un nom de famille, donc il y a au moins un membre de la famille. Et ensuite on rajoute les autres. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on, on, a- on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va regarder sur notre tableau et on a notre répartition qui ressemble très très fortement à celle de tout à l'heure. Ce qui fait que les colonnes Sibs et Parch, on n'en a plus besoin. On va juste garder cette. Alors ici, c'est pas Parch, c'est famille. Voilà, c'est mieux. On va juste garder cette variable famille, parce que les autres, on n'en a plus besoin. On a généré une nouvelle variable qui reprend ces deux-là, en fait. Tac. Ok. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on a quasiment fini le tri. Il y a juste notre colonne embarque qu'on va virer après. Et en fait, on va aussi virer notre P-class. Alors, de façon un peu aléatoire. Mais on va la virer parce que, comme je vous l'ai dit, on a quand même on a une forte corrélation entre la P-class et le prix du billet. Ok. Avec ici on est sur une corrélation négative, ici sur une corrélation positive. Elles sont à peu près dans le même rapport, donc autant garder celle-ci, autant garder le prix du billet, qui sera plus parlant pour le modèle. Ok, alors, une fois qu'on a fait ça, j'en étais où? Oui, j'en étais là. Donc je vais séparer en deux mon dataset, comme d'habitude. Donc un côté mes variables indépendantes, mes features, et l'autre ma cible, ma variable dépendante. Donc pour faire ça, je fais juste un désigne que features, c'est ce qu'il y a dans mon dataset moins la colonne survie, et le Y, c'est juste la colonne survie de mon dataset. Paf, paf, paf. Je regarde, j'ai bien mes 714 lignes avec mes 6 variables. Je vais juste vérifier ça, parce que j'ai un doute. Ah oui, il me reste encore deux. C'est mettre un features pour aide. Tac. Oui. Alors apprends à écrire, c'est mieux. Ok. Donc ici on a à quoi ressemble notre dataset une fois on a fait tout notre tri là. Alors comme je vous l'ai dit, pour moi, il faut encore qu'on vire la P-class et qu'on vire ça. L'endroit où ils ont embarqué parce que honnêtement ça ne sert à rien. Donc on va le faire tout de suite. If. On va se retrouver maintenant avec un dataset qui ressemble à ça. Enfin, avec en tout cas des features qui ressemblent à ça. Donc des chiffres déjà qui sont petits, qui sont dans le même ordre de grandeur, tous. Donc on n'a même pas besoin de mettre à l'échelle nos données, rien. On a un dataset qui est plutôt pas mal. On va comme d'habitude séparer notre jeu de données en deux, hein, un jeu d'entraînement, un jeu de test. Et là, on va optimiser nos hyperparamètres pour notre forêt. Alors, on va commencer par créer notre classifieur Random Forest. Donc notre modèle, on va déclarer notre modèle. Ici, je crée une variable que j'appelle parameters, dans laquelle je passe justement des paramètres. Alors, il y a plusieurs paramètres qu'on peut passer à une random forest, et là, j'ai pris les principaux. D'accord? Donc j'ai pris le n estimators, donc qui est en gros le nombre d'arbres que contiendra notre forêt. Le critère, c'est soit l'entreprise, soit le Gini. Donc je vous laisse aller voir le doc pour tout ça. Et le MacDef, c'est le nombre d'étages de chaque arbre. Souvenez-vous, c'est la profondeur de chaque arbre. Le nombre d'embranchements maximum que peut avoir un arbre. Donc je détermine mon nombre d'arbres, quels critères je peux utiliser et la profondeur maximale des arbres. Et à chaque fois, je passe donc un tableau
avec plusieurs valeurs, qui est les valeurs qu'on va essayer de tester pour savoir dans tout ça, là, dans toutes ces combinaisons possibles, quelle est la meilleure, quelle est celle qui va donner le meilleur résultat. Et pour ça, on va utiliser donc Grid Search CV. On va créer un objet, Grid Search CV. On va lui passer notre modèle, quel modèle on veut utiliser, les paramètres, comment on évalue notre modèle. Donc souvenez-vous, au tout début, je vous ai dit, je crée une fonction de score qui en fait renvoie à l'accuracy. Donc je crée une fonction de scoring qui va me renvoyer l'accuracy, ce qui va me permettre, c'est ce qui va être le critère déterminant là pour choisir quels sont les meilleurs paramètres pour mon modèle. Donc en gros, le Grid Search CV va combiner tous ces paramètres et va me sortir la combinaison de paramètres qui me sort la meilleure accuracy. Et ici, donc, je mets un CV égale 3, donc ça c'est pour faire de la cross-validation, enfin, j'en parlerai dans une autre vidéo plus tard. Mais c'est quelque chose qui permet de valider que le modèle est cohérent. C'est-à-dire que quel que soit le découpage qu'on fait dans nos données entre le jeu d'entraînement et le jeu de test, on ait des résultats qui soient proches. Ça montre qu'on n'a pas de modèle surentraîné, sous-entraîné, enfin voilà. On n'a pas d'overfitting ou ce genre de choses. Donc une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à mon nouvel objet, mon jeu de test. Je vais dire entraîne-toi avec ces tests-là, fais toutes tes combinaisons d'hyperparamètres. Et une fois que tu as fait ça, je vais dans un nouveau modèle passer donc ce modèle avec les meilleurs paramètres, donc les best estimators. Ok. Alors moi je les imprime juste pour le fun, pour qu'on voit à quoi ils ressemblent. Et ensuite, avec ce nouveau modèle qui a ces paramètres, je vais le réentraîner et je vais afficher ses scores. Allez, c'est parti. Alors ça prend un peu de temps, hein. Voilà, bon, ça va, ça n'a pas été si long que ça. Qu'est-ce qu'on voit ici, comme je vous l'ai dit, il nous sort les hyperparamètres qu'il a utilisés pour obtenir le meilleur score possible pour lui. Donc en critère, il m'a choisi l'entropie. Il a pris une profondeur maximale de 5. Ça je l'avais pas précisé, je l'ai pas précisé. Donc tout ça, tous ces paramètres-là, c'est des paramètres qu'on pourrait mettre ici, hein. Si vous les mettez pas, ils les testent pas. Mais là, je suis vraiment parti sur les principaux. Si on veut optimiser, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Sachant qu'il faut faire attention parce qu'on a des paramètres qui sont parfois incompatibles entre eux. Et comme Grid Search ne s'embête pas, il teste toutes les combinaisons. Si on a une seule combinaison incompatible, ça fait planter la fonction. Donc il faut quand même bien réfléchir à ce qu'on lui passe. Donc il m'a dit que le meilleur c'est un nombre d'estimateurs à 10. Ok. Alors je pourrais en passer encore, hein. Je pourrais passer 30, 35, 40, je peux en passer autant que je veux. 45, relancer la fonction. Alors là, ça prend un petit peu plus de temps, vu que je vais passer plus de choses. Et il me sort le même. Donc le meilleur, vraiment, c'est 10 pour lui. Et ici, j'ai mes scores. Donc mon score sur mon jeu d'entraînement, qui est à 82, sur mon jeu de test, qui est 79, et sur le global, qui est à 80, ce qui est logique, c'est la moyenne entre les deux. Donc je me retrouve là avec un dataset que j'ai retravaillé un peu, pour qu'il soit le plus optimisé possible. Enfin, c'est pas encore le cas, mais en tout cas un peu mieux que les données brutes qu'on a au départ. J'ai sélectionné les variables indépendantes qui me semblaient les plus cohérentes à intégrer dans mon modèle. J'ai utilisé Grid Search CV pour optimiser mes hyperparamètres. Donc le nombre d'arbres que contient la forêt, les critères utilisés, et la profondeur maximale de chaque arbre. Et j'ai utilisé donc cette fonction pour optimiser mes hyperparamètres, pour me retourner le meilleur modèle possible en fonction de tout ça. Et j'ai des scores qui sont plutôt pas mal, hein. Aux alentours de 80%, c'est quand même plutôt sympa. Alors, comme je vous l'ai dit, ici c'était un peu des bases, hein, au niveau du feature, du data pre-processing. On a vraiment vu quelques petits trucs pour voir comment traiter avec les données. Il y a énormément de travail là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plus gros du travail, c'est pas tellement de créer l'algorithme, hein. Comme vous le voyez, ça se fait rapidement. Cette phase-là, elle est hyper rapide. Après, le plus gros du travail, en fait, c'est de préparer ces données et ensuite de valider son modèle.
Je m'explique, parce que là, pour l'instant, je vous fais des vidéos, chaque fois, je vous montre un modèle. Une fois, je crois, j'ai utilisé un autre modèle pour comparer. Mais globalement, à chaque fois qu'on crée un modèle de classification, on va le comparer avec tous les autres, enfin, quasiment tous les autres modèles. Après, on sait lesquels sont vraiment performants, c'est pas par rapport à certaines tâches. Mais l'objectif, c'est ça. Et ensuite, on fait des étapes de validation. C'est-à-dire qu'on valide que le modèle que l'on sort est cohérent, qu'il n'est pas surentraîné, qu'il n'est pas sous-entraîné, qu'il n'est pas trop limité, qu'il va s'adapter, qu'il est robuste. Mais tout ça, on va le voir plus tard. Donc, comme j'ai dit, pour l'instant, je vous montre les modèles un par un, je vous montre comment ça fonctionne. Je vous explique à chaque fois quelques petits trucs sur l'optimisation des données, sur la validation, sur l'optimisation des hyperparamètres. Mais à chaque vidéo, j'essaierai de vous mettre des petites choses comme ça. Mais l'objectif, c'est que vous utilisiez toutes ces petites techniques pour vous entraîner, vous fassiez des tests vous-même. Parce que ce qui est hyper important, et ça, on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'en machine learning, l'intuition du data scientist, elle est hyper importante. C'est-à-dire que ça reste quand même vous, en tant qu'humain, même si c'est le modèle qui calcule, c'est vous qui décidez ce que vous passez à votre modèle. D'accord? Et pour ça, il faut vraiment développer une espèce d'intuition. Et pour développer une intuition, ben, en fait, il faut faire comme la machine. Il faut s'entraîner, il faut faire des tests, il faut essayer, il faut comparer, il faut voir. Alors, il y a aussi d'autres méthodes, hein. Il y a des méthodes en utilisant des fonctions de scikit-learn qui vont optimiser tout ça automatiquement. Mais dans une phase d'apprentissage, le développement de l'intuition est hyper important parce que ça vous facilitera la vie bien souvent et ça vous évitera peut-être de mettre en place des procédures de validation hyper compliquées pour des modèles qui en fait en ont pas besoin parce qu'ils sont très simples. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des choses et je vous dis à bientôt. Au revoir.